On poursuit notre série des personnages, avec cette fois-ci un personnage très original et très attachant, la bien nommée Luna Lovegood. C'est une des personnalités de la saga mal aimée, rejetée et moquée. Et pourtant, mais par le caleçon de Merlin, sans l'intervention de cette complotiste loufoque, nous n'aurions jamais pu avoir le fin mot de l'histoire. Alors, cette Luna Lovegood, pur produit du New Age ou véritable guerrière ? Ah, cette Luna, c'est un poème à elle toute seule. C'est un personnage qui appartient à la maison de Serre d'Aigle, et donc un personnage lunaire, sans ancrage. Elle plane à 15 000, elle vit totalement dans son monde, dans sa vérité, dans une réalité qui laisse tout le monde perplexe, dérouté. Luna est un personnage sans filtre, à l'instar d'Hagrid, mais pour sa part, pas dans l'émotionnel. Elle se contente de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ou ce que les gens veulent enrober avec de la politesse, pour ne pas dire les choses qui fâchent. Les choses honteuses ou inavouables. Luna, dans sa personnalité, est dérangeante. Dérangeante parce qu'elle ne semble pas avoir d'ego. C'est une originale par excellence, dans la droite ligne de son père Xenophilius. On peut difficilement parler de Luna sans parler de son père. N'oublions pas de nous remettre dans le contexte de l'œuvre, écrite il y a une 30aine d'années maintenant. Et c'est en cela que J.K. Rowling était très visionnaire déjà. Parce que des personnages comme les Lovegood, finalement, il y a 30 ans, ils avaient très peu de présence et de visibilité dans notre réalité quotidienne. Or, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On pourrait même dire que Xenophilius Lovegood est une caricature de ceux qui ont choisi la voie alternative à partir de mai 68. Tout comme le personnage du père de Luna, ceux qui s'inscrivent dans la mouvance alternative ont une très grande lucidité sur le système capitaliste, sur notre société d'hyperconsommation et surtout sur les propagandes de désinformation véhiculées par les médias à la solde des États. N'oublions pas, Xenophilius Lovegood dirige le journal alternatif des sorciers, Le Chicaneur, qui va très vite s'opposer à la Gazette du Sorcier, le journal officiel, lui-même infiltré par les Mange-Morts et leur idéologie. Une fois encore, la fiction rejoint notre réalité. Nos gouvernants et les institutions déraillent complètement. On peut aujourd'hui difficilement le nier. Les médias officiels suivent le mouvement, puisqu'ils sont à leur solde. Et en réponse à cela, les alternatifs, qui jusqu'à présent s'occupaient essentiellement, pour le dire avec humour, de refaire le monde, montent au créneau et deviennent des lanceurs d'alerte. Traités au départ de complotistes, pour les ridiculiser et pour les maintenir dans leur marginalité, eh bien ils se révèlent aujourd'hui des porte-paroles de vérité qui dérangent. Alors évidemment, chez les Lovegood, comme chez les alternatifs, il y a des théories loufoques, des fausses informations bien sûr. Mais il n'empêche que de grandes vérités sont dévoilées, que visiblement celles-ci font mouche, puisqu'elles dérangent nos gouvernants, et qu'elles mettent à mal le monde des médias officiels, en révélant factuellement tous leurs mensonges. Oui, parfaitement. La fiction de la saga Harry Potter rejoint complètement notre réalité. Nos précieux médias alternatifs subissent des pressions, des menaces, des sabotages et des mises en examen pour qu'ils se taisent, pour qu'ils reviennent entre guillemets dans le droit chemin. Très certainement, très peu d'entre eux au final vont tenir le choc. Certains ont déjà payé le prix de leur conscience au cachot, et là ce n'est pas de la fiction. Mais heureusement la roue tourne, et les parias d'aujourd'hui seront les héros de demain. Ce qui me donne une transition facile pour en revenir à notre personnage de Luna. Véritablement paria au début de la saga, elle devient au fil des épisodes un personnage clé dans la trame de l'histoire. Si le personnage de Xenophilius représente plutôt la mouvance alternative post-68 hard, eh bien Luna pour sa part représenterait plutôt la mouvance New Age des mondes spiritualistes actuels. En fait, le mouvement New Age est une branche un peu paria de la spiritualité. Cette branche attire beaucoup les personnes qui manquent d'ancrage ou qui idéalisent les mondes invisibles. C'est un peu le peace and love de la spiritualité, en quelque sorte, ou la mouvance paillette licorne. Bref, de ceux qui semblent se réfugier dans un monde spirituel idéal, où tout est beau, tout est rose, et qui se coupe littéralement de la réalité. Alors une fois de plus, je fais le pari
que la fiction et la réalité vont se rejoindre. Les New Age vont se réveiller. Se réveiller bien sûr à leur façon. Ils vont en fait prendre conscience que le monde idéal qu'ils construisent, souvent au sein de communautés fermées, volontairement distanciées du reste du monde, ne peut pas les mettre à l'abri de ce qui se passe actuellement. Eux aussi vont devoir mouiller leurs chemises et prendre des positions claires, des positions non superficielles, car ils seront impactés comme tout le monde. Nous vivons tous sur la même planète et nous sommes tous interdépendants. Et comme je ne le cesserai de dire, la vérité n'est pas contenue dans une spiritualité, dans une religion, mais une part de vérité est contenue dans chaque mouvement spirituel et religieux, y compris le New Age. Si l'on retourne de nouveau dans notre saga, les Lovegood, Luna et son père, vont certes véhiculer 80% de bêtises, ou de choses loufoques, mais 20% au moins d'informations fondamentales, déterminantes pour notre histoire. Xenophilius va révéler l'histoire des trois frères, la fameuse famille Pévrel à l'origine de tout, à l'origine des reliques de la mort, dont bien sûr Voldemort veut s'emparer. Ceci a attrait avec le symbolisme, avec la science des symboles, et on y reviendra dans une autre capsule, ou dans plusieurs peut-être. Luna également va permettre la découverte d'un Horcrux introuvable, le fameux diadème perdu, hautement symbolique du troisième œil, comme on l'a vu dans une capsule précédente. Maintenant, en sortant de l'histoire et en transposant à notre réalité, eh bien on peut observer une chose, c'est que les personnes qui sont vraiment dans le New Age ont le genre de pratiques qui permettent l'ouverture du troisième œil. Parmi celles-ci, vous allez retrouver beaucoup de méditations qui permettent entre autres le décrochage du bas mental. Mais également, il ne faut pas le nier, la consommation de certaines drogues, un peu comme un héritage des anciens hippies, et c'est aussi une technique pour ouvrir une porte sur l'invisible. Et puis également, dans ce mouvement, on peut parler de pratiques de yoga, et plus largement les pratiques hindouistes, dont J.K. Rowling ne se prive pas de faire un clin d'œil aussi, parce qu'elle met les sœurs Parvati Pati au sein de la maison Serre d'Aigle. Et puis enfin, il ne faut pas oublier, au sein de la mouvance alternative, tout ce qui a trait à la façon de s'alimenter. Il y a les pratiques de jeûne, les pratiques de véganisme, de végétarisme, les crudivores et autres consommateurs de jus. Et là encore dans la saga, nous avons la référence du fameux jus de Ravgourd, la boisson fétiche des Lovegood. Assainir son alimentation et réduire fortement sa consommation alimentaire sont des outils qui facilitent le maintien des taux vibratoires élevés. Évidemment, ce n'est pas une découverte, cela a toujours été pratiqué au sein des diverses écoles spirituelles. Alors le fameux jus de Ravgourd, ça n'a pas l'air très attractif, mais c'est vrai qu'un petit jus de betterave, carotte cru, de temps en temps c'est agréable et ça nettoie bien. Alors, on comprend aisément que les pratiques de médecine naturelle, les pratiques nutritionnelles saines dérangent tout un tas de lobbyistes et d'industriels, tout comme le fait de se soigner soi-même par des pratiques naturelles et gratuites. Ça ne va pas tout à fait dans le sens de Big Pharma. Bon, dans tout ça, il faut toujours garder du bon sens, du discernement, sans toutefois être fermé. Nous avons beaucoup de choses à découvrir ou à redécouvrir des mouvements alternatifs. Ils ne représentent pas à eux seuls la porte de sortie, mais des pistes, des expérimentations et des réflexions qui seront prises en compte et développées dans le futur. Le monde alternatif est très vaste, et nous pouvons dire qu'il regroupe à la fois les New Age, les bobos, les contestataires, les chercheurs de vérité, les originaux, les amoureux d'excentricité et de différence. En fait, tous ceux qui fonctionnent avec une dominance de l'esprit, mais aussi avec un manque certain d'acceptation des réalités. D'un point de vue sorcier ou médium, le monde de l'invisible ne ressemble pas tout à fait à l'univers férise de la fée Clochette, loin de là. Et c'est en cela que la mouvance New Age va se réveiller. Et puis du côté moldu, puisqu'il y a toujours une transposition, un effet miroir entre le monde du visible et de l'invisible. Et bien du côté moldu, les alternatifs vont aussi se fracasser sur le mur de la dure réalité du nouvel ordre mondial qui veut s'imposer. Le monde des alternatifs a oublié une chose, c'est son interdépendance avec le système. Et le système est en train de lui rappeler, très concrètement, l'illusion de son autonomie. Petit clin d'œil ici à Verdura Luca, dont je partage l'analyse. On ne peut pas se revendiquer anti-système,
d'un côté, et dépendre d'un RSA ou d'autres aides sociales de l'autre côté pour financer ses besoins et ses envies de consommation. Bien sûr, il y a eu des réflexions très intéressantes sur ce problème, avec la création notamment de monnaies locales, de monnaies alternatives, mais vous vous doutez bien que de l'autre côté, ça ne se laisse pas faire. Et la preuve en est que d'une part, toutes ces initiatives sont lourdement combattues, et puis que d'autre part, toutes les aides sociales sont soumises à de plus en plus de conditionnalités. Tout comme le sont d'ailleurs les accès à l'alimentation, aux soins, à l'énergie, au transport et au déplacement, etc., etc. Et d'ailleurs, l'idée du pass sanitaire n'était fait que pour renforcer et globaliser cette conditionnalité. Ça n'a pour l'heure heureusement pas fonctionné, mais il faut quand même rester vigilant parce que c'est toujours un projet qui est sous le chapeau. On en arrive actuellement au point d'implosion, d'explosion, du système capitaliste, devenu actuellement un système néolibéral, qui a créé deux camps en opposition l'un et l'autre, avec d'un côté les avides et les accumulateurs compulsifs, et de l'autre les grands perdants et les grands frustrés du système, qui sont rentrés dans la bidouille et la débrouille pour essayer de vivre, ou au moins de survivre, en contournant la problématique du manque. Ne vous leurrez pas, toutes les aides qui sont actuellement distribuées de ci, de là, par les gouvernements, ne sont que des petits cadeaux empoisonnés pour calmer le jeu, adoucir la contestation, le temps d'enfoncer un peu plus les populations dans leur dépendance au système. C'est la technique du dealer. Il fournit des échantillons gratuits, accentue et nourrit la dépendance, l'addiction, puis vous met en état de manque et ensuite vous rend esclave pour son simple profit personnel. Avidité d'un côté, frustration de l'autre, nous naviguons en permanence entre ces deux polarités extrêmes qui ne sont que les deux faces d'une même pièce, à la recherche d'un point d'équilibre qui est le point d'abondance. La culture du manque ou du rationnement calculé crée la dépendance et les dérives. L'idée de la sobriété heureuse, pour l'avoir pratiquée pendant 20 ans, ne m'a pas totalement convaincue. Et disons qu'elle m'a plutôt épuisée physiquement et moralement. La culture de l'argent facile, de la consommation du luxe, je l'ai observée longtemps également, et elle ne m'a absolument pas convaincue non plus, parce que je n'y ai pas trouvé de personnes heureuses et humainement épanouies. La culture de l'avidité et de l'accumulation crée les abus et la pauvreté morale, la léthargie spirituelle. On peut aussi se promener entre ces deux polarités très longtemps avant de trouver un point d'équilibre. Et une fois de plus, le point d'équilibre, le point central de tout ça, c'est l'abondance des relations sociales. L'excès matériel nous coupe de notre humanité profonde et la pauvreté chronique subie nous prive de matérialiser toute notre créativité. Ces deux mondes qui s'opposent, pour qu'ils soient réconciliés à l'extérieur, doivent avant tout être réconciliés à l'intérieur de nous-mêmes. Il y aura toujours des combats à mener face aux résistances et aux oppositions extérieures, et les personnes très lunaires se positionnent plutôt à l'inverse du combat, à proprement parler, mais ils ont quand même une carte à jouer, car ils possèdent de grandes connaissances, une grande sensibilité aux choses qui les entourent, et s'ils affirment haut et fort leurs valeurs et leur persévérance, alors ils peuvent devenir de véritables guerriers de lumière également. De retour dans la saga, Luna Lovegood fait totalement partie de ces personnes qui ont pris conscience de la situation, de la montée au pouvoir de Voldemort et de ses mange-morts, des mensonges véhiculés par les médias. Elle rejoint très vite l'AD pour se former en défense contre les forces du mal, mais fait partie de ces derniers élèves conscients qui décident de quitter l'école et donc de se mettre hors la loi. Ainsi, si la saga rejoint de nouveau notre réalité, nous assisterons à une certaine lenteur de la part des altères de claquer la porte du système définitivement, malgré toute leur prise de conscience et leur prise de position anti-système, et parce que quelque part, il faut être honnête, ils y trouvent encore leur subside. Et oui, notre société de consommation produit énormément de gaspillage. Et puis d'un autre côté, certains rentrent vraiment dans le business de la spiritualité, et disons dans le business tout court, à coups de tarifs exorbitants, demandés pour des stages de jeunes, des pseudo-enseignements sur le féminin sacré et compagnie, des retraites de méditation de pleine conscience, des séances de yoga, etc. Faut pas être naïf, hein. Ce sont des choses qui s'installent vraiment, et qui n'ont plus grand-chose à voir avec la sobriété heureuse.
La sobriété ne peut être heureuse que lorsque tous ses besoins élémentaires sont remplis et que l'expérience est pleinement choisie et non pas induite par la force des choses. Le fait d'être heureux dans un certain confort matériel constitue une toute autre expérience, laquelle doit être choisie également en pleine conscience et sans culpabilité, et non induite par certains conditionnements sociétaux ou familiaux. Cette expérience-là peut être réussie et épanouissante lorsqu'elle inclut le paramètre du partage, de la générosité, qui sont elles aussi des vertus. Alors pourquoi une âme n'aurait-elle pas choisi un contexte d'abondance financière pour justement expérimenter les vertus du partage et de la générosité? Et pourquoi, à contrario, une âme n'aurait-elle pas choisi un contexte de pauvreté ou d'indigence pour justement expérimenter la solidarité humaine et l'abondance du monde intérieur? Opposer les riches et les pauvres, comme opposer les vax et les anti-vax, ou les réacs et les altères, est à mon sens un faux combat. Ce sont des guerres stupides qui sont créées artificiellement pour nous opposer les uns les autres et pour masquer l'origine racine du mal qui pollue notre humanité et qui, par voie de conséquence, nous amène à créer des sociétés, des systèmes qui finissent tous par se détruire et s'autodétruire à un moment donné, donc qui ne fonctionnent pas. Cette fameuse racine, c'est dans la saga Voldemort qu'il la porte en lui. Mais on y reviendra plus tard en étudiant ce personnage. Et donc pour en terminer avec le personnage de Luna Lovegood, qui nous parle donc des mouvements New Age et alternatifs, eh bien je voudrais mettre en avant une petite pépite, et puis aussi une anecdote beaucoup plus légère et beaucoup plus amusante. Dans le mouvement New Age alternatif, j'ai volontairement omis de parler d'une branche de personnes qui regroupe des observateurs ou des curieux, même des explorateurs, de faits paranormaux et de phénomènes ufologiques. Luna est un personnage perché, alors allons-y, parlons de manière perchée et dérangeante. Luna et Harry sont pratiquement les seuls élèves de Poudlard à pouvoir voir clairement des créatures qui sont nommées dans la saga des sombrales. Celles-ci sont décrites comme des sortes de chevaux ailés, squelettiques, avec des ailes et la particularité d'avoir des yeux rouges. Ces entités ou ces animaux fantastiques, comme on veut les nommer, ont très mauvaise réputation. Ils ont en fait la réputation de porter malheur, parce qu'ils n'apparaissent aux yeux que de ceux qui ont vu la mort. Je n'ai pas pu empêcher de faire le rapprochement, dans notre monde réel, avec certains témoignages qui évoquent des entités qui sont nommées des Mothman. Eux aussi sont décrits comme des sortes d'animaux ailés, un peu squelettiques avec des yeux rouges. Ils se manifestent, à ceux qui en témoignent, dans des contextes plutôt sordides, comme s'ils étaient vus en tant qu'annonciateurs de catastrophes, d'accidents mortels. Ainsi, je m'interroge, Sombral et Mothman, ne seraient-ce pas deux mots pour désigner une même entité? Une entité qui appartient au monde de l'astral, au monde invisible, mais qui pourrait néanmoins se manifester dans le monde réel, à certaines personnes sensibles, pour les prévenir d'un danger vital. J.K. Rowling, dans son œuvre, dédramatise complètement les peurs le plus souvent infondées qui existent du monde invisible. Ces peurs sont dues à des méconnaissances, tout simplement. Mais lorsque la grande majorité de l'humanité aura enfin accès de nouveau à ces perceptions subtiles, alors toutes ces peurs disparaîtront et feront partie de la légende. Donc oui, dans le phénomène d'augmentation de la vibration terrestre, nos vibrations propres augmentent également et amplifient nos perceptions, notre sensibilité au monde subtil. Et il est bien normal de faire de temps à autre quelques expériences paranormales. Donc je n'irai pas jusqu'à attribuer nos confusions à des joncheruines, comme le fait Luna, mais je pense néanmoins que l'acceptation du fait que plusieurs mondes à des fréquences vibratoires assez cousines se superposent les uns les autres et fassent donc partie entièrement de notre réalité, laquelle semble être beaucoup plus élargie que ce que l'on a bien voulu nous faire croire. Tout ce qui est décrit dans la saga, et dans les sagas de J.K. Rowling, est beaucoup plus proche de la vraie réalité que de celle dont nous nous sommes laissés enfermer depuis des lustres. On a souvent peur, lorsque l'on entame un parcours d'éveil de conscience, de développement personnel et spirituel, de nous ennuyer, de quitter un monde
où malgré tout il y a beaucoup de possibilités de divertissement et de loisirs, pour rentrer dans un monde où il y a trop de sobriété, trop de pratiques ou de rituels rébarbatifs, trop de dévotion. Mais en fait, il n'en est rien. Lorsque l'on rentre dans un cheminement spirituel, dans un cheminement d'éveil de conscience, eh bien, il n'y a au contraire plus aucune place pour l'ennui. Et peut-être même pas assez de place pour l'ennui. Lorsque l'on rentre dans le monde des sorciers, eh bien, c'est le monde des moldus qui perd sa saveur. Voilà, pour conclure et pour terminer cette longue capsule finalement, voici une dernière des petites anecdotes que j'ai pu relever dans la saga. J.K. Rowling, évidemment, s'est inspiré de sa vie, de ses expériences, pour écrire ses contes fantastiques, pour donner un visuel, des détails à son univers. Eh bien, il y en a un que j'ai retrouvé au Portugal. Elle fait mention, précisément chez Luna et son père, d'une plante qui porte des prunes dirigeables et qu'il vaut mieux éviter d'approcher. Eh bien, cette plante, je l'ai probablement retrouvée ici. En tout cas, je ne peux m'empêcher d'y penser lorsque je passe devant. Et qui est un petit arbrisseau, un piment en fait, qui ici sont des plantes permanentes et ne sont plus des plantes annuelles. Eh bien, ces piments-là ont une forme tout à fait particulière, que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs, et qui sont surtout à utiliser avec parcimonie dans les plats, tellement ils sont forts. Bon voilà, c'était juste une petite anecdote au passage, et puis c'est vrai que, étant fan de l'œuvre de J.K. Rowling, parce qu'elle me parle, je retrouve ici, au Portugal, beaucoup de détails qui sont signifiés dans ses romans. Et c'est bien logique puisque elle-même a séjourné quelque temps au Portugal. Nous quittons donc notre personnage attachant de Luna Lovegood avec ses jus de Ravgourde, ses pruneliers dirigeables, ses joncheruines et ses ronflaques cornues pour aborder dans une autre capsule le décryptage d'un nouveau personnage. Alors à la prochaine si vous suivez toujours.